Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Avant de vous emmener au parc Sainte-Croix qui sort doucement de son hibernation, voici un aperçu de l'actu du jour. Le chef du service réanimation de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines a écrit un livre qui raconte le vécu des soignants durant la première vague de Covid-19 en mars 2020. Intitulé « Hôpital, incertitude et espoir », l'ouvrage de 130 pages raconte le ressenti, les incertitudes et aussi l'espoir des personnels soignants. Il est disponible sur commande dans les librairies, en ligne et au Cora de Sarreguemines. Le 11 mars, c'est la journée nationale de l'audition. L'OMS annonce que d'ici à 2050, une personne sur 4 aura des problèmes d'audition. Depuis le 1er janvier, les appareils sont plus accessibles grâce à la loi Reste à charge 0. Pour faire un dépistage, il suffit de prendre rendez-vous et de se rendre chez un audioprothésiste. La ville de Sarreguemines a installé des nouveaux agrès dans le quartier de l'Almende, rue du Vieux-Chêne. Ils sont de la même famille que ceux qui se trouvent en bord de Sarre, en face du casino. Leur objectif est de permettre aux habitants d'entretenir leurs conditions physiques. L'association L'Épivert suit la migration des amphibiens dans les Vosges du Nord. Elle aide les crapauds à rejoindre les milieux aquatiques. Des filets sont installés sur le bord de certaines routes comme au pied de la Petite Pierre où ils sont répartis sur 1300 mètres de chaque côté de la route. En moyenne, de 10 à 15 000 individus passent par là chaque année. Le parc animalier de Sainte-Croix sort de l'hiver et se prépare pour la belle saison qui arrive. En cette période, des nouvelles installations et de nombreux travaux de rénovation sont effectués pour permettre aux animaux de vivre de manière naturelle après les longs mois d'hiver. On commence cette émission à l'IUT de Moselle-Est à Sarreguemines où les étudiants sont très concentrés, mais pas pour un examen. Alors pour en savoir plus, Marie-Morgane s'est rendue sur place. Bonjour. Marie-Morgane, dis-nous sur quoi les étudiants travaillent-ils ? Bonjour, eh bien il se prépare pour le national GACO Game. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un challenge inter-GACO qui concerne 10 IUT en France et on est cette semaine dans la phase de qualification. Une seule équipe représentera Sarreguemines pour la finale nationale fin mars. Alors je peux vous dire que les 8 équipes sont très motivées et comptent bien gagner, d'autant que depuis 2 ans, ce sont leurs prédécesseurs de Sarreguemines qui ont remporté le challenge. Alors c'était très impressionnant de les observer travailler ce matin comme de vrais professionnels. Avec Thibaut, on a rencontré les étudiants en DUT gestion administrative et commerciale des organisations pour en savoir plus sur ce challenge. Eh bien, merci Marie-Morgane et puis merci effectivement à Thibaut pour les images. On regarde tout de suite le reportage réalisé ce matin. 5 jours de travail intense pour se qualifier pour la finale du National GACO Game. C'est tout l'objectif des étudiants de l'IUT de Moselle-Est. Concrètement, sur quoi planchent-ils ? Réponse en images. Donc, j'aimerais voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans l'avancée des travaux qui vous sont demandés. La concentration règne chez les étudiants de 2e année de DUT GACO. Les équipes ont été formées par les enseignants. Elles planchent sur une étude de cas pour l'entreprise Goupil, basée près d'Agen. Elle est spécialisée dans les utilitaires électriques, compte 150 salariés et souhaite valoriser la marque employeur pour attirer de nouveaux talents. Ces informations et l'ensemble du cahier des charges a été découvert lundi matin à 8 h par les étudiants. Depuis, ils travaillent d'arrache-pied pour trouver des idées, des éléments de communication et proposer des supports concrets. Donc j'ai envie de dire, on est à la fin du projet, on prépare la maquette, donc on va tourner une vidéo après. Alors, je pense que c'est intéressant en fin de compte de mêler le concret à la théorie. Donc aujourd'hui, on a pu appliquer les connaissances que l'on avait vues avec nos professeurs pour ensuite pouvoir le mettre sur un cas concret qu'une entreprise nous a demandé. Et donc ça permet vraiment de sublimer, on va dire, le travail. Les 8 équipes ont des projets différents qu'elles gardent secrets. Demain, les étudiants présenteront l'ensemble de leur travail devant un jury composé de l'équipe encadrante, mais aussi de professionnels, notamment un directeur de banque. Ils choisiront une équipe pour représenter l'IUT de Sarreguemines. Pour les préparer, Grégory Beach, qui travaille dans la communication, est présent pour les conseiller, les motiver. Vous vous adressez au jury et l'idée, c'est vraiment de les emmener avec vous, c'est de les accrocher et de leur montrer pourquoi vos préconisations à vous sont les meilleures pour Goupil. Légèrement stressé, mais on a travaillé toute la semaine pour ça, donc pressé d'un côté aussi. J'ai envie de dire épuisé, mais quand même heureux. C'est, on va dire, notre vrai premier projet. Peut-être on sera amené plus tard à en faire d'autres par la suite dans notre futur travail.
La semaine prochaine, les étudiants découvriront quelle équipe a été sélectionnée pour participer à la finale nationale face à 10 autres IUT. Ils pourront affiner leur projet avant de le présenter le 26 mars à la direction de l'entreprise Goupil. Et on est maintenant en liaison avec le coordinateur du challenge à Sarreguemines, Jean-Marc Letellier, bonjour. Bonjour. Alors le National Gacko Game, c'est une semaine de travail pour les étudiants, mais qu'est-ce que cette compétition leur apporte d'un point de vue pédagogique ? Alors sur l'aspect pédagogique, l'intérêt d'une telle compétition, c'est de passer de la théorie à la pratique. C'est de donner un sens à l'enseignement en mobilisant l'ensemble des compétences qu'ont pu acquérir au sein du DUT Gacko les étudiants et de pouvoir concrètement produire, faire de la production à partir des objectifs qui étaient fixés par l'entreprise commanditaire de ce challenge, l'entreprise Goupil. Et qu'est-ce qui fait la différence ? Demain, ils seront évalués sur quels critères ? Alors les critères sont multiples, on a un cahier des charges qui est extrêmement précis, cadré, donc là ils ont travaillé toute la semaine sur essayer de créer une identité autour de la marque employeur. On a une problématique réelle d'entreprise qui est d'attirer des jeunes talents, les retenir également dans l'entreprise qui est située en milieu rural, dans le sud-ouest. Donc c'est un vrai enjeu, l'entreprise a une vraie problématique qu'elle doit résoudre et les étudiants vont être évalués sur la pertinence des solutions qu'elles vont avancer, sur aussi les actions de communication qu'elles préconisent, la manière dont elles vont présenter les choses, quel positionnement. Pour ça, il y a tout un travail, je dirais, progressif de benchmark, comment les autres entreprises font pour capter les talents également sur les territoires. Ensuite, je suis désolée, je vous coupe. On a bien compris l'enjeu du challenge. En tout cas, à eux de jouer, on leur souhaite bonne chance. Merci beaucoup d'avoir été en direct. On va maintenant se tourner vers d'autres jeunes qui veulent mettre toutes les chances de leur côté. Titulaires d'un bac+2 dans le secteur industriel, avec un BTS ou un DUT, une trentaine d'étudiants suivent chaque année une classe préparatoire ATS2I au lycée Mendès France à Épinal. Elle permet de se mettre à niveau pour ensuite tenter d'entrer en école d'ingénieur. Reportage. Titulaires d'un bac+2 dans le secteur industriel, ils auraient pu débuter leur carrière professionnelle mais souhaitent maintenant devenir ingénieurs. Les y aider, c'est la raison d'être de la CPGE ATS2I, une classe préparatoire aux grandes écoles d'1 an dédiée à ces techniciens. Leurs profils sont variés, comme Martin qui n'avait pas trouvé de débouché après un premier BTS dans un tout autre secteur. J'ai trouvé une alternance chez Enedis et eux m'ont proposé un BTS en alternance, donc je l'ai fait pour être embauché chez eux. Et en fait, c'est au cours de l'année de BTS que je me suis rendu compte que je m'en sortais super bien. Je me sentais pas pour faire une école d'ingénieur tout de suite, le saut était trop compliqué et donc du coup la prépa TS c'était un choix un peu évident. J'avais trop peur de rater la prépa et au bout de 2 ans avoir rien. Du coup je me suis dit je préfère avoir un DUT, comme ça même si je change d'avis j'ai toujours un diplôme sous la poche et après je passe par la prépa pour repasser en école. Ils sont une trentaine cette année à suivre la classe prépa ATS2I au sein du lycée Mendès France à Épinal. Elle fut l'une des premières dans l'Hexagone, il en existe 37 aujourd'hui. Elle reste la seule dans la région et permet en plus de se réorienter. Ils viennent chez nous, c'est une prépa généraliste, ils découvrent d'autres matières et ça leur permet de rebondir dans des écoles d'ingénieurs qui sont autres que leur parcours de départ. Donc j'ai l'exemple d'un étudiant qui avait fait un bac en électronique, qui allait dans un BTS informatique parce qu'il ne voulait plus faire d'électronique. En sortant de BTS informatique, il ne voulait plus faire d'informatique. Donc il est allé dans une école d'ingénieur qui traite de l'environnement. Comme dans toute prépa, les anciens symboles de réussite sont toujours là pour donner de bons conseils. Pur spinalien, Wassim a fait ici son lycée, son BTS et sa prépa. Il est aujourd'hui dans l'une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs en France. Après un BTS, on est éligible à très peu d'écoles. Et en plus, une fois dedans, on va avoir des difficultés pour s'en sortir. Alors qu'un an plus tard, après avoir fait une classe préparatoire ATS, on a plus de portes ouvertes. Il y a des écoles qui sont par exemple dans le top 10 national. Et en plus, on a des bases solides et ça nous permet d'aborder sereinement notre école. On a vraiment des bases théoriques qui sont assez conséquentes. Les bases techniques, elles viennent du BTS. Et donc du coup, pour avoir une école d'ingénieur, c'était relativement facile et en même temps c'était un petit peu challenge que c'est une école d'ingénieur. Et pour trouver un boulot par derrière, avoir fait un BTS et une prépa, finalement auprès de l'employeur ça compte, parce qu'il voit qu'on a été motivé de faire 1 an en plus comparé aux autres et qu'on a vraiment envie d'y aller. Motivés, il faut l'être et ils le sont avec 33 heures de cours hebdomadaires dont 27 de maths, physique et sciences de l'ingénieur, sans compter les devoirs et les cols des interrogations orales.
Ouais, c'est difficile, on va pas se mentir, je pense que c'est la première question qu'on se pose. Elle est intense, mais il y a une super ambiance, du coup on s'entend bien, donc tant que le mental ça passe, après le reste ça va tout seul. C'est la vitesse à laquelle on doit apprendre et acquérir de nouvelles choses. Ça, c'est le plus difficile en fait. Il faudra ensuite choisir sa voie. En 2020, 438 places dans 44 écoles d'ingénieurs accessibles sur concours étaient réservées à ces étudiants qui sont environ 1 millier en France. En comptant les admissions sur dossier, le taux de poursuite dans les études supérieures est de plus de 91%, dont près de 86% en école d'ingénieurs. Et puisqu'on parle de choix d'études, n'oubliez pas que c'est aujourd'hui le dernier jour pour entrer vos vœux sur la plateforme Parcoursup. Place maintenant aux entreprises, au même titre que Continental et Litch International Europe. Périphérie bénéficie du plan de relance. L'entreprise de Woodvillers, qui compte 36 employés, est lauréate du fonds de soutien à la modernisation et à la diversification des filières automobiles et aéronautiques. Elle va recevoir de l'argent de l'État pour mener à bien son projet de création d'une machine de soudure laser et de contrôle. Autre lauréate du fonds de soutien aux investissements France Relance, l'entreprise Garnier-Thiébaut prévoit de relocaliser dans les Vosges une partie de sa production jusque-là sous-traitée en Italie. Un projet qui s'élève à 842 000 €, dont 400 000 de France Relance. Reportage de Louise Amouda, Hélène Leplat et Ludovic Bissila. La technique du tissage, c'est que c'est toujours recto-verso. C'est l'une des entreprises vosgiennes retenues par le plan France Relance. À Gérardmer, Garnier-Thiébaut, visité ce mardi par le préfet et le député de la circonscription, va bénéficier de 400 000 € du fonds de soutien aux investissements industriels lancé par le gouvernement en septembre dernier. Par rapport à notre dessin, on va choisir lesquels on va faire ressortir. Fournisseur reconnu d'hôtels haut de gamme partout dans le monde, Garnier-Thiébaut va relocaliser dans les Vosges une partie de sa production de linge de lit, notamment le lin coloré, aujourd'hui sous-traité en Italie, en Inde et dans les pays baltes. Une relocalisation d'un coût de 842 000 € pour l'achat de métiers à tisser, de machines à coudre et le réaménagement du local de teinture à Granges-au-Monzet. Grâce à ces investissements, on aura la possibilité d'avoir une production qu'on ne savait pas faire jusqu'à maintenant. Ce n'est pas le projet principal, il y a plusieurs projets. On a un projet d'extension d'usine, on a un projet d'intégrer de nouveaux robots dans la robotique, on a un projet d'intelligence artificielle, on a un projet de développement de boutiques. Donc Garnier, c'est une ruche à idées et on a beaucoup de projets. Avec les diverses fermetures des restaurants et des hôtels, l'industriel vosgien a perdu l'année dernière 7 des 25 millions d'euros de son chiffre d'affaires du marché professionnel, marché qui représente 70% de son activité. Garnier est une entreprise qui a connu une année 2020 finalement pas trop mauvaise parce qu'elle avait des marchés enclenchés et puis il y a eu les masques. C'est vrai que depuis la fin 2020 et début de cette année, c'est beaucoup plus compliqué, lié au fait que les hôtels et restaurants n'ont pas ouvert et que tous les événementiels ne fonctionnent pas. Malgré la crise, Garnier-Thiébaut a gardé ses quelques 200 salariés et continue d'ailleurs de recruter dans le secteur du numérique. La modernisation des outils industriels, c'est une autre ambition du plan France Relance. Aujourd'hui, 11 mars, c'est la journée nationale de l'audition. Depuis le 1er janvier, les appareils auditifs sont beaucoup plus accessibles grâce à la loi Reste à charge zéro. Progressivement, les tabous autour des problèmes d'audition se lèvent, mais pour les Français, l'audition n'est pas une priorité, surtout depuis la crise du Covid-19. Reportage de Margot Dimpre au cabinet de Lucille Fèvre, audioprothésiste chez Audition. Oreille droite, oui, oreille. Une personne sur 4 aura des problèmes d'audition d'ici à 2050. C'est ce qu'annonce l'OMS dans un récent rapport. Lucille Fèvre, audioprothésiste, nous explique les raisons de ce chiffre, en apparence alarmant. Comme on appareille les gens aussi de plus en plus tôt et de façon plus précoce, qu'on est aussi mieux au niveau des dépistages néonatals, forcément on va avoir plus de malentendants, mais peut-être pas forcément plus qu'aujourd'hui. On en trouvera plus parce qu'on est plus dans le diagnostic et dans le dépistage. Plus de dépistage, mais pas encore suffisamment. Une enquête IFOP menée en février 2021 montre que l'audition n'est pas un essentiel de santé pour les Français. C'est la 24e journée nationale de l'audition, alors que ça fait quand même beaucoup d'années que les appareils auditifs existent. Donc ça devient seulement un petit peu médiatisé, mais c'est encore pas passé dans les mœurs. Manque d'informations, stéréotypes, les déficiences auditives sont trop souvent minimisées. Répéter 15 fois la même phrase, ça ne va pas les gêner. Par contre, porter un appareil auditif que personne ne verra,
Ne pas faire répéter, ça c'est plus gênant. Pourtant, à un stade élevé, le manque d'audition peut mener à des problèmes de santé bien plus graves. Il y a des démences séniles qui s'accentuaient ou des maladies d'Alzheimer de par le manque d'audition parce que le cerveau du coup n'est plus stimulé non plus au niveau de l'audition. Et puis il y a des gens qui sont dépressifs. Les oreilles, ça se surveille. Lucille recommande un dépistage régulier dès 35 ans. Grâce aux technologies de pointe, il est possible de trouver de manière très précise les maladies de l'oreille et de proposer des appareils très discrets. Les gens, ils veulent que ce soit petit, ils veulent que ce soit discret, il faut que personne le voie. En France, les appareils sont très bien pris en charge, surtout depuis la réforme 100% santé appliquée au 1er janvier. Cette cliente a choisi une formule à 2 500 €. Elle sera entièrement remboursée. Les problèmes d'audition concernent de plus en plus de jeunes entre 18 et 25 ans, en cause l'utilisation accrue de casques et écouteurs. L'association JNA lance donc en parallèle de la Journée nationale de l'audition, une journée sans écouteurs. Et plus d'infos sur le site www.journée-audition.org. Et si vous souhaitez faire un dépistage auditif, il vous suffit de prendre rendez-vous chez AVS Audition par téléphone. Et pour rappel, c'est entièrement gratuit. Santé et animaux sont au programme dans un instant sur Mosaïque Cristal, juste après les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, demain les éclaircies matinales ne tiendront pas longtemps. Les nuages reprennent rapidement l'avantage et seront accompagnés d'averses plutôt soutenues et parfois même d'orages. Le vent soufflera toujours fort, des rafales sont attendues jusqu'à 90 km/h. Côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 9 à 11 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Justines et il fera jour de 6h50 à 18h32. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. J'aime écouter de la musique. Est-ce possible avec un appareil auditif ? Les appareils haut de gamme possèdent un mode musique qui permet de traiter ce signal non pas comme du bruit, mais de profiter pleinement de la musique sans la dénaturer. C'est bien connu, écrire est libérateur et c'est en partie pour cette raison que Farid Areski, chef du service réanimation de l'hôpital Robert Pax, s'est lancé dans l'aventure d'un livre. Hôpital, incertitude et espoir, c'est le nom de son premier ouvrage, une sorte de journal de bord personnel dans lequel il revient sur la première vague de l'épidémie de Covid-19 à Sarreguemines. De quoi permettre au lecteur de vivre la crise sanitaire au cœur du service de réanimation. Reportage d'Uranie Tozic. 14 mars, des questionnements sur le plan médical se posent déjà. Faudrait-il faire du tri ? Devrons-nous être obligés de choisir entre les patients ? 18 mars, en réanimation, c'est l'effervescence. Le personnel est motivé, très occupé, calme. Vivre la première vague d'épidémie de l'intérieur. Un sentiment qui traverse le lecteur tout au long des 130 pages du livre. Appelé « Hôpital, incertitude et espoir », cet ouvrage est né de la plume d'un médecin réanimateur de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Ce livre, je l'ai écrit pour raconter un peu comme un témoignage de ce qui s'est passé, surtout sur la période de la première vague, au mois de mars-avril. Et d'autre part, c'est vrai que ça fait du bien de mettre, on va dire, des mots sur un vécu, parce que c'était des moments quand même qu'on a traversés qui étaient difficiles. Au fil des pages, on évolue aux côtés des équipes de soignants. On ressent la solidarité, mais aussi l'augmentation aléatoire des prises en charge et les adaptations quasi constantes dans l'organisation. 30 mars, tout s'accélère. 4 demandes d'admission en réanimation et 1 place. Dès que les lits se libèrent, d'autres patients arrivent. 2 avril, la gestion des ressources humaines est compliquée, un vrai casse-tête de tous les jours, dans tous les services, pour toutes les fonctions.
C'est un vécu personnel, donc ça peut être vécu peut-être différemment par d'autres personnes, parce que chacun son angle de vue, le vécu n'est pas toujours le même. Mais bon, je pense que tout le monde se retrouvera un peu au moins dans une partie de ce qui est ce récit, quoi. Pour cet auteur débutant, il est fort probable que l'écriture lui aura permis d'évacuer le stress pour mieux repartir sur le terrain. 17 avril. Un patient de 76 ans parmi les premiers patients admis en réanimation est en forme. Le personnel a le sourire. 1er mai, on parle déconfinement. C'est optimiste, mais ça nous fait peur en même temps. On essaie de se convaincre que le plus dur est certainement passé. C'est sûr, on ne pourra pas tenir encore des semaines comme ça. Vous pouvez vous procurer ce livre à Corras-Arguemines ou sur commande dans votre librairie ou sur Internet. Et côté santé, sachez que le centre de dépistage du Covid sera ouvert ce week-end à Beach. Test gratuit, sans ordonnance et sans rendez-vous. Munissez-vous simplement de votre carte vitale et d'une pièce d'identité. Les tests antigéniques, avec résultats délivrés sur place en une vingtaine de minutes, sont effectués à l'espace René Cassin samedi et dimanche de 10h à 18h. Autre annonce en bref du côté du Pays de Beach, mais cette fois dans le domaine de l'eau. À propos du SDEA, le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle, la commission locale du Pays de Beach se réunit ce soir à Schorbach. Ce sera retransmis en direct sur sa chaîne YouTube. Il vous suffit d'écrire SDEA Alsace-Moselle dans la barre de recherche de YouTube. Chaque année, de la mi-février à la fin avril, c'est la saison de reproduction des crapauds et autres amphibiens. Ils quittent la forêt pour rejoindre le milieu aquatique et souvent ils ont des routes à traverser qui leur sont parfois fatales. Dans les Vosges du Nord, au pied de la Petite Pierre, l'association Les Pivers s'occupe de les faire traverser grâce à l'installation de filets. Vous allez tout comprendre dans ce reportage de Catherine Henrich. La nuit a été froide et la pluie pas encore là. Malgré tout, l'association Les Pivers est sortie ce matin pour relever les seaux le long de cette barrière. Ils cherchent les amphibiens en migration qu'il faut aider à rejoindre leur lieu de ponte de l'autre côté de la route. Là, on est au début du printemps, donc ce qui se passe, c'est que les crapauds, etc., qui ont passé l'hiver dans la forêt, ils vont descendre et retourner dans leur lieu de ponte où ils retournent chaque année. Donc là, c'est l'étang du Hammerweiher. Et ensuite, une fois que ponte s'est faite, ils vont commencer à remonter aussi. Donc là, on a mis des filets des deux côtés de la route et d'ici un mois, on va avoir plus d'animaux de l'autre côté et on les fera traverser du sens inverse aussi. Ces filets ont été installés fin février par la communauté européenne d'Alsace qui soutient et finance l'association dans cette mission de sauvegarde. Une mission engagée depuis 1990 sur la sollicitation du parc des Vosges du Nord. La coordination au niveau départemental est assurée par la LPO Alsace. Nous sommes ici sur la portion de la plus importante migration du Bas-Rhin. Les filets s'étendent sur 1300 mètres répartis de chaque côté de la route et 65 fosses de capture ont été creusées. En moyenne, on voit passer ici de 10 à 15 000 individus chaque année. Vu l'ampleur de la tâche, les Pivers ont embauché Léo pour un CDD de 2 mois et Paul, arrivé il y a quelques jours en service civique pour 6 mois. Sa première mission, c'est assurer le bon déroulement de cette migration et d'en faire le relevé. En fait, depuis très petit, je suis passionné par tout ce qui est nature, etc. Et du coup, c'était une vocation de forcément faire un métier en rapport avec ça. Et j'ai fait une fac de biologie et maintenant je veux faire un autre BTS. Et du coup, en attendant, je fais ce service civique pour avoir de l'expérience. Les Pivers et la communauté européenne d'Alsace travaillent sur l'idée d'un crapauduc qui épargnerait des heures de relevé quotidien pendant la période de migration. Aujourd'hui, une poignée de bénévoles est venue donner un coup de main, mais la récolte a été faible. Il faut attendre l'humidité et des températures nocturnes plus douces pour que les amphibiens se montrent. Donc comme dit, on a toujours 1 ou 2 membres de notre équipe sur place, mais on cherche toujours des bénévoles. Si les personnes sont intéressées, ils peuvent prendre contact avec les Pivers avant de venir pour qu'on puisse expliquer un petit peu comment tout se déroule. Et voilà. Plus on est nombreux, plus vite ça va quand il y a des centaines et des centaines d'amphibiens à faire traverser. Bilan de la matinée, un crapaud, 2 tritons et plusieurs insectes. Une sortie nature éducative improvisée très instructive quand même pour les participants. Les zones équipées de filets sont limitées à 50 km/h pour protéger les ramasseurs. Les amphibiens sortent surtout la nuit, mais toutes les zones de migration ne sont pas protégées par des filets. Il faut donc rester vigilant sur les routes aux abords des étangs.
Pendant le pic de migration, dans les 2 prochaines semaines, il peut y avoir énormément de crapauds sur la chaussée. On s'intéresse maintenant à d'autres animaux que vous pourrez bientôt revoir, du moins on l'espère. Si l'État le permet, le parc Sainte-Croix devrait ouvrir ses portes publiques le 2 avril prochain. En attendant, au mois de mars, le site opère comme chaque année sa cure de jouvence entre rénovation et création de nouvelles installations. C'est aussi la période où les animaux du parc sortent d'hibernation, un moment charnière pour l'équipe de soigneurs. Reportage d'Oriane Vallot. Chaque année à cette période, l'échéancier est le même. Sainte-Croix vit au rythme des bruits des perceuses et des planches de bois qui tombent sur le sol, alors que l'hiver tire doucement sa révérence. Cette zone du parc n'était jusqu'à présent pas accessible aux visiteurs. Un espace en travaux depuis plusieurs mois, créé de toutes pièces pour un animal emblématique du nord-est de la France, le grand tétras, qui attend patiemment son déménagement dans une volière voisine. Il y a 3 volières en fait, qui sont réalisées, 2 mâles dans les volières en fait, aux extrémités, et puis les femelles sont au milieu. Et les mâles, quand ça va être la période de reproduction, ils vont parader, faire le beau. Et la femelle va pouvoir choisir, en fait, par un petit passage à la dimension de la femelle, mais qui est trop petite pour le mâle, eh bien les femelles vont pouvoir aller avec le mâle qu'elles préfèrent. Et comme ça, on reproduit ce qui se passe dans le milieu naturel. Les mâles paradent et les femelles disposent de celui qui les a le plus séduits. On a essayé de réfléchir dans l'aménagement de ces volières pour permettre aux animaux vraiment de répondre à quasi tous les comportements dont ils vont avoir besoin. Aller se percher le soir, donc ils vont avoir la possibilité de grimper en fait sur des arbres, de s'envoler et se poser dessus, puisque c'est quelque chose qu'ils font naturellement dans la nature pour éviter que des prédateurs viennent les embêter. Le nouveau directeur zoologique est particulièrement impatient de faire découvrir ces installations, qui permettent à la fois d'améliorer les conditions de vie des oiseaux, mais aussi de dévoiler au public des secrets zootechniques. Il y aura un truc incroyable, c'est qu'il va y avoir par en fait petits morceaux, ils vont reconstituer en fait un tétras avec son habitat. Ce qui fait que quand tu vas arriver, vraiment, tu as paf, le tétras, un petit panneau à l'entrée qui dit qu'on arrive dans la forêt refuge du grand tétras. Depuis 2 semaines, les températures sont plus clémentes. Alors les 120 hectares du parc reprennent vie doucement. Karine Gendronneau est chef animalière à Sainte-Croix. Ce matin, elle nous invite à découvrir ces animaux qui sortent progressivement d'hibernation. Terrés au fond de leur terrier, la colonie de marmottes des Alpes commence à peine à pointer le bout de son nez. Là, je vais installer un piège photographique qui va nous permettre de surveiller l'enclos des marmottes 24 heures sur 24 pour pouvoir s'assurer du moment où elles sortent de leur hibernation et vérifier que tout le monde va bien à la sortie de l'hiver. Un dispositif qui a permis à l'équipe de soigneurs, il y a 2 ans, d'assister à la première escapade d'une toute jeune marmotte. C'est des espèces qui hibernent vraiment, donc elles ont une activité qui va être ralentie au minimum pendant toute la période des températures basses. Et donc maintenant, petit à petit, elles vont retrouver une activité normale, ressortir de leur terrier et avoir très très faim. C'est une période vraiment super agréable puisqu'on on a eu les périodes difficiles avec les températures froides de l'hiver. Et là, c'est le renouveau, ça va être toutes les naissances, les oiseaux qui nichent, les cigognes qu'on entend tout autour de nous. Elle est blanche. Et parmi la centaine d'animaux du parc, s'il y en a un particulièrement emblématique de cette période charnière, c'est bien l'ours brun. Âgés de 22 ans, Groseille et Graouli sont frères et sœurs. Pendant la saison froide, leur activité a été très réduite. Ils commencent seulement à être plus actifs. Ils commencent à explorer un peu plus leur environnement. On va pouvoir commencer à leur cacher un petit peu de nourriture dans leur enclos. On a pu suivre leurs éventuelles pertes de poids pendant l'hiver. Et donc maintenant, c'est à nous de leur apporter suffisamment de nourriture pour qu'ils puissent retrouver petit à petit leur poids de forme. Des animaux qui profitent de leur tranquillité éphémère, malgré les travaux de rénovation. Car en ce mois de mars, les occupants des lodges sont encore les seuls privilégiés à profiter des ressources exceptionnelles du parc, et ce n'est pas pour déplaire aux loups blancs arctiques. Des images dont on ne se lasse pas et que vous pouvez retrouver comme toutes nos émissions sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous donne rendez-vous demain à midi en direct.